Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de cette crise des Gilets jaunes. Ça y est, Édouard Philippe consulte parlementaires, société civile, ONG, tous reçus à Matignon aujourd'hui. Demain, ce sera une délégation officielle du mouvement qui verra le Premier ministre. Est-ce le début d'une sortie de crise? #OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir un nouveau duo qui sera régulier dans OVPL. Agnès Verdier-Molinier, François Calfon. Le débat autour de la suppression de l'ISF revient sur le tapis. Péché originel d'Emmanuel Macron, disent certains, qui serait même à l'origine du mouvement des Gilets jaunes. La question est revenue au Sénat hier soir. Qu'en disent nos spécialistes? Réponse dans 10 minutes. Et puis l'actualité, c'est aussi ce G20 très tendu qui commence à Buenos Aires, loin, très loin du multilatéralisme promu par Emmanuel Macron. On se dirige vers des affrontements bilatéraux, Chine-États-Unis, Russie-États-Unis. Notre président craint même, je cite, un sommet inutile. On en parle ce soir avec notre invité. C'est Christian Macarian, directeur délégué de la rédaction de l'Express. D'abord, les enjeux de ce rendez-vous avec Marie Brémond. Emmanuel Macron a clairement énoncé ses doutes sur les avancées éventuelles lors de ce G20 argentin. Le président français a ainsi déclaré : si nous ne montrons pas des avancées concrètes, nos réunions internationales deviennent inutiles et même contre-productives. Le chef de l'État exprime ainsi sa crainte de la multiplication des affrontements bilatéraux, à commencer par le match commercial entre la Chine et les États-Unis. Donald Trump et son homologue chinois dîneront d'ailleurs ensemble. L'objectif, tenter d'enrayer l'escalade de représailles douanières entre les deux pays qui menacent la croissance mondiale. Autre sujet qui va être au cœur des discussions, la crise ukrainienne. Alors que le ton ne cesse de monter entre Kiev et le Kremlin depuis l'interception dimanche de 3 navires ukrainiens par la Russie. Depuis, le président ukrainien Petro Porochenko demande aux pays membres de l'OTAN de déployer des navires en mer d'Azov pour répondre à ce qu'il considère comme une agression. Un sujet qui fâche donc, sans doute l'une des causes de l'annulation du tête-à-tête entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Ce G20 est également marqué par la présence du sulfureux prince héritier saoudien. C'est la première sortie dans le cadre international pour Mohamed Ben Salman depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi à Istanbul. Reste à savoir quel accueil lui réservera la communauté internationale. Et on va aller plus loin dans l'entretien avec notre invité ce soir, Christian Macarian. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation, directeur délégué de la rédaction de l'Express. Je voudrais qu'on commence avec cette toute dernière info. Trump avait menacé de ne pas rencontrer Poutine à cause des tensions russo-ukrainiennes. Puis il a finalement dit oui, ok, on y va. Et il annule à nouveau ce soir. On a l'impression que Trump souffle le chaud et le froid et qu'il impose son rythme et sa loi dans ses rendez-vous internationaux. Il est surtout pris dans les contradictions de son administration présidentielle. Il y a un homme comme le secrétaire à la Défense, James Mattis, un ancien général des Marines, qui est tout à fait sur la ligne orthodoxe des États-Unis, c'est-à-dire se méfier de Vladimir Poutine et adopter une étude très claire au sujet de l'Ukraine. On sait très bien que dans la propagande russe, par exemple, la thématique de la manipulation américaine revient sans cesse, en permanence. Et pour les Russes, ce qui se passe en Ukraine n'est qu'une gigantesque opération organisée par les Américains. Et Trump est tiraillé, vous dites. Trump est tiraillé entre son état-major qui lui dit il faut revenir à la ligne classique, la Russie mène un jeu dangereux, nous sommes l'allié de l'Ukraine, nous l'appuyons, nous l'aidons de différentes manières, il faut assumer. Et donc ne pas rencontrer Vladimir Poutine. Et lui, à titre personnel, avait essayé une ouverture, comme toujours, avec cette fameuse phrase « Oh, c'est très mauvais pour tout le monde, nous ne sommes pas contents », a-t-il dit. Personne n'est content de cette situation. Il emploie toujours des termes non politiques et non diplomatiques, oui, généraux, impressionnistes, et qui sont totalement inappropriés à la situation. Et c'est aussi Trump qui menace la Chine d'une guerre commerciale, et ça pourrait même écraser ce G20, ces tensions entre la Chine. Alors, ce G20, normalement, est une instance qui est censée rapprocher les 20 pays qui représentent à eux tous réunis 85% du PIB mondial. Donc ça n'est pas rien. Il y a bien sûr le G7, il y a aussi des pays comme l'Indonésie ou un pays comme l'Arabie saoudite. Alors vous avez raison de signaler que la présence de Mohamed Ben Salman est perturbante. Mais ce n'est qu'une des questions. À mon avis, il y en a au moins 4 ou 5. On va essayer de les énumérer. Il y a la question de la
confrontation avec la Chine, avec la menace encore récurrente de Donald Trump d'augmenter les tarifs douaniers pour frapper les importations chinoises sur le territoire américain. Sur les smartphones et les ordinateurs chinois. Voilà. Et une augmentation substantielle. Ça n'est pas encore tranché. Il y a le lien transatlantique et l'attitude qu'il doit adopter vis-à-vis des alliés européens. Et là encore, au plan commercial et du libre-échange, il y a toujours une menace de Donald Trump de tarifs douaniers sur les importations automobiles en provenance d'Europe. Donc, va-t-il arrêter ou va-t-il poursuivre, va-t-il insister sur ce point? Il y a, de façon plus politique, la question de l'Ukraine qui se pose avec la probabilité de nouvelles sanctions prises par l'Union européenne, voire par les États-Unis, à l'encontre de la Russie. Il y a la présence de Mohamed Ben Salman avec la question: va-t-il rester paria dans cette réunion internationale ou va-t-il se normaliser? Et pas tant que ça, puisqu'Emmanuel Macron a annoncé qu'il allait le rencontrer. Alors, si Emmanuel Macron a fait annoncer cette rencontre, c'est bien qu'il a l'intention de focaliser l'attention sur ce point. Ça vous a surpris? Non, parce que je pense que l'Élysée a un plan de fermeté sur ce sujet-là et que la France essaie de jouer un jeu spécifique sur la question de l'Arabie Saoudite, de manière à trouver une voie médiane entre la mollesse affichée par l'administration Trump, la compréhension même affichée par l'administration Trump, et le reste du monde, en particulier une partie de l'Europe, qui est totalement indignée, toujours, par les conditions atroces de l'assassinat de Khashoggi. Donc, Emmanuel Macron va essayer de jouer le médiateur ferme. Là-dessus, il y a peut-être un rôle pour la France. On va voir ce que ça donne. Et enfin, il y a une dernière question qui est tout à fait essentielle. C'est à quoi sert le G20 si c'est un lieu, non pas où on échange, où on allège les contraintes internationales, où on pacifie, où on apaise, où on on essaie de rétablir une forme de sérénité. Si le G20 devient une sorte de tribune onusienne bis, alors il perd totalement sa vocation. Mais vous posez la même question qu'Emmanuel Macron, qui craint un sommet inutile. Oui, parce que le blocage complet du Conseil de sécurité de l'ONU sur tous les grands conflits présents fait que, si vous voulez, la conflictualité glisse et change de terrain. Mais le G20 n'a jamais été conçu pour ça. D'abord, il y a plusieurs G20. Il y a le G20 des chefs d'État et de gouvernement, celui qui a lieu en Argentine. Mais il y a un G20 de la finance, il y a un G20 social qui réunit les ministres concernés. Donc, c'est une instance beaucoup plus tournée vers la fluidité des échanges économiques dans lesquels on voyait, thèse traditionnelle, grâce à la liberté des échanges, un moyen de pacifier le monde. Et c'est d'ailleurs dans cette logique-là qu'en 2001, la Chine a rejoint l'OMC, ce que beaucoup d'Américains aujourd'hui regrettent en s'en mordant les doigts, parce que la Chine a tiré un énorme profit de cette adhésion. Et ce changement de fonction du G20, est-ce qu'il est lié justement au profil des dirigeants de la planète actuelle et en particulier à celui de Trump? Trump est tellement imprévisible qu'il faut tout imaginer. Regardez, en juin dernier, lors du G7 de la Malbaie au Canada, il a refusé de signer le communiqué final, ce qui annule l'effet du G7. Tout le travail qui a été fait. Absolument. Et il l'a fait de façon rétroactive. Donc, en étant très offensant, même vis-à-vis du Premier ministre canadien, alors que s'il y a deux pays proches, c'est bien les États-Unis et le Canada. Donc la surprise est partout. Il y a eu un défaut de communiqué final lors de la dernière conférence annuelle de l'OCDE. De la même manière, lors de l'Organisation de coopération transpacifique, coopération économique transpacifique. Donc on peut s'attendre à la même chose. Il n'y a pas eu de communiqué final. Donc c'est l'année où on a un problème de communiqué final. Et c'est comme par hasard l'année où Trump est au fait de sa puissance, ou en tout cas de son influence négative sur les rouages internationaux. Donc on ne peut rien exclure. Ce G20 se terminera-t-il déjà par un communiqué final harmonieux signé par tous les partenaires? Ce serait en soi déjà un objectif
Voyons, attendons. Et on y restons reviendra prudents. évidemment sur Public Sénat la semaine prochaine. Merci infiniment Christian Macarian d'avoir été notre invité, directeur délégué de la rédaction de l'Express au VPL. Continue avec le match des idées. C'est un nouveau duo hebdomadaire qui s'installe sur le plateau de Public Sénat. Agnès Verdier-Molinier et François Calfon. Le contexte des Gilets jaunes commence à faire émerger des questions qu'on ne pensait pas voir revenir. C'est le cas de la suppression de l'ISF. Certains disent que tout part de là. D'ailleurs, le Sénat a rejoué le débat hier soir dans l'hémicycle. Notre journaliste Guillaume Jacot résume cela très bien dans un article sur publicsénat.fr et Quentin Calmet aussi nous l'explique, mais en images. C'est un des totems du début de quinquennat d'Emmanuel Macron et hier, socialistes et communistes au Sénat ont tenté de s'y attaquer. Pendant les débats budgétaires, la gauche a donc fait front commun et proposé de rétablir l'impôt sur la fortune, de quoi marquer l'histoire selon les communistes. Je ne saurais trop inviter nos collègues républicains à soutenir cet amendement. Vous marqueriez l'histoire pour l'éternité. Suppression des taxes carburant, rétablissement de l'ISF, tout le monde vous applaudirait. Je vous invite à le voter. Mais la droite sénatoriale soutient la suppression de cet impôt. Il serait confiscatoire, d'après le rapporteur général du budget au Sénat. C'est un moment historique, mais l'histoire risque d'être brève. Bon, très sérieusement, le taux de cette imposition est totalement sans commune mesure avec le taux des rendements des aujourd'hui actifs. Donc ça devient un impôt qui oblige à consommer le capital et qui est donc anti-économique. Du côté des socialistes, on note que le rétablissement de l'ISF fait partie des revendications de certains gilets jaunes depuis 10 jours. Il y a donc là, pour le gouvernement, l'occasion de leur envoyer un signal. Si vous n'entendez pas cette demande de justice de nos concitoyens avec ce fameux mouvement des Gilets jaunes, qui nous disent « mais donnez-nous des symboles de votre compréhension de cette colère qui est la nôtre et de la souffrance sociale et économique que nous vivons », mes chers collègues, eh bien ce sera le peuple contre les élites. Et je ne sais pas jusqu'où ira ce mouvement. Sachons donner des signes d'apaisement. Une évocation des Gilets jaunes qui a fait monter la pression d'un cran dans l'hémicycle. Faire le lien entre le fait qu'on ait pu supprimer l'ISF et la situation dans laquelle se trouvent les plus précaires est proprement inacceptable et scandaleux. Et je trouve ça invraisemblable. Finalement, ce rétablissement de l'ISF sera très largement rejeté par le Sénat, malgré cette offensive de la gauche qui avait fait bloc pour l'occasion. Et nous accueillons ce soir un nouveau duo pour le match des idées. Ils seront avec nous tous les jeudis. On est ravis, bienvenue à tous les deux. Agnès Verdier-Molinier, bonsoir, directrice de la Fondation IFRAP, Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, auteur également de ce livre, En marche vers l'immobilisme. Et François Calfon, bonsoir et bienvenue à vous également, conseiller régional d'Île-de-France et membre du bureau national du Parti socialiste. Il mérite d'être relancé, ce débat sur la suppression de l'ISF, Agnès Verdier-Molinier? Je ne crois pas. Enfin, le sujet, en fait, c'est sur la fiscalité du capital. On savait que la France était un des pays les plus taxés sur les revenus du capital. On savait que ça avait des effets dommageables pour notre économie, qu'on n'investissait pas assez, notamment dans nos jeunes entreprises, avec des innovations qui n'étaient pas finalement assez financées, avec des nouveaux emplois qui n'étaient pas créés chez nous. On était l'un des derniers au monde à l'avoir. Oui, on était un des derniers au monde à l'avoir. Et en plus, on avait parmi nos entrepreneurs, beaucoup, mais aussi nos footballeurs, mais aussi nos acteurs, mais aussi l'ensemble de nos artistes qui partaient de l'autre côté de la frontière, qui partaient en Belgique, qui partaient en Suisse, qui partaient près de chez nous, mais finalement dépenser, investir, créer des emplois, consommer ailleurs que chez nous. Et ça, c'était vraiment très dommageable pour la France. Mais le problème de de faire un lien entre les deux, à la fois, c'est vrai que c'est pas formidable, mais en même temps, on peut le comprendre aussi. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Les Français le font, ce lien. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gouvernement a baissé cette fiscalité-là et il a promis aussi aux Français de baisser la fiscalité en général. Mais il ne le fait pas. Et c'est ça qui est gênant. Et je l'ai écrit dans mon livre en disant, attention, la baisse de la fiscalité du capital, c'était une urgence parce qu'il faut investir dans notre pays. Et même, il faudrait plus de traçabilité de l'investissement derrière pour inciter encore plus ceux à qui on a baissé la fiscalité sur le capital à investir finalement dans notre appareil productif. Mais derrière, il ne faut pas oublier qu'il faut baisser toute la fiscalité. Et ce qui est important de constater, c'est qu'on est trop fiscalisé sur le capital, mais on est aussi bientôt trop fiscalisé sur les carburants. Oui. On est en train de passer devant les autres pays, parce que nous, on a regardé la trajectoire jusqu'en 2022. C'est 17 milliards de taxes supplémentaires sur finalement la fiscalité énergétique, ce qu'on appelle la fiscalité verte. Oui. C'est un Everest de fiscalité. On est trop taxé.
fiscalité sur le travail, on le sait aussi. On est à des niveaux de taxation, et là, les chiffres Eurostat qui sont tombés aujourd'hui sont édifiants. On va y venir, on les a. On absolument. est plus taxés que tous les autres. Donc, c'est pas la peine de monter les Français les uns contre les autres. On est tous dans la même situation, et à un moment, il faut que ça baisse partout. D'accord. Bon, alors, globalement, on a un discours de la baisse d'impôts. Et en réalité, les impôts ne baissent pas, massivement, grande masse. Ensuite, sur la question de l'ISF, regardons les chiffres. Les chiffres, c'est que les 1000 contribuables les plus riches ont reçu l'année dernière, commission des finances de l'Assemblée nationale, 384 000 euros de finalement redistribution de pouvoir d'achat. Et quand on prend toute la base de ceux qui sont imposés à l'ISF, ils ont reçu 9 000 euros de pouvoir d'achat supplémentaire, quand en réalité les discussions sur les ménages, plusieurs chiffres sont en concurrence, mais grosso modo, l'OFCE nous dit que pour la première fois en 2018, il y a eu 0,6% de baisse du pouvoir d'achat des ménages, et c'est la première fois depuis 2012. Donc il y a quand même une difficulté. Ensuite, quand on rentre dans la technique qui a été utilisée, si on se met dans la perspective libérale de Mme Verdier-Molinier, elle n'a pas utilisé cet argument, mais c'est un argument qui peut être intéressant. Dire finalement, ça empêche les gens d'investir dans les entreprises, et d'ailleurs il y a des entreprises qui sont vendues à des fonds d'investissement. Mais la réalité de ce qui a été fait comme réforme, c'est qu'il y a un effet d'aubaine absolument extraordinaire. C'est-à-dire que si vous voulez placer cet argent pour faire un voyage, pour partir, pour investir dans des obligations d'un pays étranger, mais ne pas les mettre dans les PME Made in France, ça aurait une justification. Il n'y a aucune vérification. Alors, je vais même aller plus loin. Le député Bonnel, qu'on connaît, un ancien patron et député marcheur, je lisais chez vos confrères du Point aujourd'hui une interview de lui qui dit « J'ai fait un dîner avec des amis qui touchaient tous l'ISF et j'ai fait un sondage express autour de moi. » Il a un franc-parler qu'on peut respecter. Il a dit « Une très grande majorité ne l'utilisait pas pour investir. » Lui-même, ancien patron d'Infogrames, qui a donné un petit peu au pays, ne l'utilisait pas pour investir dans les PME françaises. Il dit même, puisse-t-il avoir raison sans sectarisme, il faudrait qu'il y ait une étude qui soit produite par l'Assemblée nationale. Je préfère ne pas la confier à Bercy, très franchement, pour dire ce qui a été fait de cet argent. Cet argent, quand même, exclusion du peu, c'est 3,7 milliards. La transformation de l'ISF en IFI, 3,7 milliards, c'est exactement, alors bien sûr on est au-delà de ça maintenant, ce qui a déclenché la crise des Gilets jaunes dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire les ponctions supplémentaires sans intégrer la hausse du 1er janvier qui va venir sur l'essence et le gasoil. Donc comparaison n'est pas raison, mais vous voyez bien qu'on n'est pas à l'épaisseur du trait. On est sur des choses qui ont un effet structurant sur le pouvoir d'achat des Français et sur le sentiment d'inégalité. Donc, deux choses dans ce que dit François. La première chose, c'est effectivement la question du fléchage. Et ça, nous, on a très tôt alerté dans nos travaux de la Fondation IFRAP pour dire la plupart des pays qui ont justement une fiscalité du capital basse et incitative, ils ont aussi créé des dispositifs, notamment sur l'impôt sur le revenu, qui permettent de déduire, par exemple les Britanniques, jusqu'à 1 million de livres quand vous êtes un couple, pour investir dans des TPE, PME en capital. Pourquoi ? Parce que britannique. Pourquoi ? Parce que vous savez que quand vous investissez dans des TPE, des PME dans les territoires, que vous soyez au Royaume-Uni, que vous soyez en Allemagne, que vous soyez en France, c'est très risqué. Vous prenez beaucoup de risques parce qu'il y a un taux de mortalité des entreprises qui est très élevé et vous ne pouvez pas proposer ça à n'importe quel épargnant. C'est sûr qu'il faut être assez avisé, avoir d'autres placements plus sûrs, etc., etc. Donc on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais ça, le gouvernement n'a pas voulu remonter un dispositif qui existe déjà, qui s'appelle l'avantage Madelin, traditionnellement c'est comme ça qu'on l'a appelé, qui est déjà dans le Code général des impôts, mais qui aujourd'hui est plafonné à 10 000 euros par le plafond global des niches. Donc ça, il y a eu des débats à l'Assemblée nationale en 2018 sur le sujet. Il n'y a pas eu l'idée, on n'est pas allé jusqu'au bout, de faire sauter ce plafond à 10 000 euros et de véritablement créer une incitation très importante à investir dans les TPE-PME. Et il faudrait revenir sur ce débat. C'est vrai que c'est très important, ce fléchage. La deuxième chose qu'a dit François, c'est que finalement, les 3,7 milliards, mais 3,7 milliards, en réalité, il ne faut pas se leurrer, c'est rien par rapport au montant dont on parle. J'ai parlé des 17 milliards tout à l'heure, c'est 3 milliards à peu près d'augmentation. Vous ne pouvez pas dire que c'est rien, Agnès. Non, mais c'est rien par rapport au montant d'augmentation de la fiscalité écologique. Ça ne gagera jamais. Non, mais il faut être honnête. Non, parce que l'augmentation de la fiscalité écologique prévue sur ce quinquennat, c'est 17 milliards. Et là, on parle de 3,7 milliards. Oui, donc, à un moment, il faut aller plus loin dans la réflexion et se dire comment est-il possible qu'en France, alors qu'on est taxé le plus de tous les autres pays, on n'ait pas encore commencé véritablement le reflux fiscal
tout simplement parce qu'on n'a pas fait la baisse de la dépense publique. Donc ce gouvernement ne s'est pas attaqué au sujet. On ne sera pas surpris que nous nous opposions. En gros, finalement, la question, c'est qu'effectivement, on compare une dépense à une recette, un cadeau à un autre. À l'arrivée, la dépense publique ne baisse pas tant que ça. Là où on a peut-être une différence, c'est que moi, je discutais avec un maire LR que je ne citerai pas en venant d'arriver ici. Lui-même dit, nous, dans les collectivités locales, on est à l'os. Et lui-même a supprimé, après une alternance, X emplois. Donc le sujet n'est pas simplement celui de la baisse de la dépense publique. Je sais que c'est une passion qu'Agnès peut avoir. C'est peut-être de toucher d'autres recettes. C'est une évidence. Et pour être pédagogique vis-à-vis de nos téléspectateurs, quand je vois que le footballeur N'Golo Kanté, qui gagne... Attention à ce que vous dites. Non, mais vous allez voir. Qui gagne, c'est à la une du Sun aujourd'hui. C'est dommage qu'on l'ait pas, mais les gens pourront regarder ça sur Internet. Il paye autant d'impôts en Grande-Bretagne, même s'il gagne beaucoup d'argent, il n'en gagne pas tant que ça. Que Starbucks et Amazon réunis en Grande-Bretagne. Donc la question que je pose par cette anecdote, elle est toute simple, c'est que vous ne pouvez pas avoir des GAFAM, et là on ne parle pas de 3 milliards d'euros, on parle de plusieurs dizaines de milliards d'euros qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État, qui sont dans l'éviction fiscale comme ça. Ça, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros, et ça évitera de tailler, parce qu'il faut qu'on soit honnête sur ce débat des Gilets jaunes. À la fois, il y a un ras-le-bol fiscal, et on veut de l'hôpital de proximité. Donc moi, je considère que ce n'est pas en réduisant la dépense publique simplement, il peut y avoir des gains d'efficacité, mais c'est en trouvant des ressources supplémentaires. J'en donne deux pour faire avancer le débat et on réagira. C'est que je pense qu'on a beaucoup parlé de la taxation du kérosène qui est techniquement complexe. Elle rapporterait pour la France, ramenée au nombre de trafics aériens depuis la France, 310 millions d'euros. Donc on n'est pas dans des grandeurs qui sont suffisantes. Par contre, une taxe carbone sur le fioul lourd utilisé pour les cargos, je ne parle même pas de l'activité de navires de croisière, là on aurait des rendements beaucoup plus efficaces. Par contre, la lutte contre la fraude fiscale, c'est 70 milliards d'euros, il y en a certains qui disent 100 milliards. On parle de dizaines de milliards d'euros. Donc même si on est en désaccord sur la manière dont il faut aller chercher ces milliards, là on parle bien d'un ordre de grandeur qui répond à la double problématique de la transition écologique et du pouvoir d'achat. Alors en tout cas, l'une des grandes critiques des Gilets jaunes, c'est effectivement l'utilisation de toutes les taxes possibles et imaginables, et en particulier les taxes vertes pour remplir les caisses de l'État. C'est aussi une critique de l'opposition, la preuve. Est-ce vrai? Est-ce un véritable choix politique? Le député France Insoumise, François Ruffin, a lu un document ce matin chez nos confrères de BFM qui a semé le trouble, il faut bien le dire. On va écouter. Est-ce que vous avez vu ce courrier, le projet de plan budgétaire adressé par la France à l'Union européenne? Ces baisses de prélèvements sur le CICE, donc, seront partiellement contrebalancées par la poursuite de la montée en puissance de la fiscalité sur le tabac et de la fiscalité écologique. Qu'est-ce que ça vient dire très clairement là, noir sur blanc? Ça veut dire qu'on va faire monter la fiscalité écologique et la fiscalité sur le tabac, non pas pour financer un plan santé, par exemple, non pas pour financer une transition environnementale, mais bien pour financer la baisse du CICE. Alors, ces mots que cite François Ruffin, nous les avons retrouvés pas dans un courrier adressé à Bruxelles par Paris, mais bel et bien dans le projet de loi de finances 2019. C'est écrit noir sur blanc. Je le répète rapidement, ces baisses de prélèvements seront partiellement contrebalancées par la poursuite de la montée en puissance de la fiscalité sur le tabac et de la fiscalité écologique. Donc, si je schématise, si je résume, le gouvernement compte effectivement sur les hausses de taxes vertes pour remplir ses caisses? Mais bien sûr. Mais c'est évident, mais en réalité, sur la taxe d'habitation... Le gouvernement ne cesse de le nier. Non, mais sur la taxe d'habitation, c'est 3,8 milliards de moins en 2019. La TICPE, c'est 3,9 milliards de plus en 2019. Tout est gagé. Pourquoi? Ça veut dire quoi, gagé? On est au Sénat, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand vous baissez d'un côté, vous trouvez une autre recette de l'autre équivalente. Voilà. Et donc, le problème, c'est que le gouvernement a laissé les clés à Bercy. Ils ont dit, voilà les baisses d'impôts qu'on veut, et puis vous nous trouvez dans un tableur Excel qui va bien, vous nous trouvez les recettes ailleurs. Et puis comme il y a un engouement quand même sur la question écologique, la fiscalité énergétique, etc., la transition, blablabla, alors qu'en fait on n'est pas prêt parce qu'on n'a pas de solution différente à proposer aux Français. Celui qui va avec sa voiture travailler, il n'a pas d'autre solution. Donc à un moment, Ils ont sous-estimé cela. On est dans l'idéologie. Et en plus, on est en retard par rapport à tous les autres. C'est-à-dire que les autres, ils ont fait de la transition écologique, et puis finalement, ils ont taxé trop les énergies, et puis maintenant, ils sont en train de baisser. Même les Suédois, ils sont en train de baisser. Nous, on est en train de faire un énorme... de vouloir franchir un Everest fiscal de ce côté-là qui, finalement, n'est pas possible. Donc, en fait, il y a une impossibilité. Mais en face, il faut quand même... Et là, François n'a pas répondu à la question. Il faut quand même se dire que la seule solution pour véritablement annuler ces augmentations, parce qu'il va falloir à un moment que le gouvernement prenne la décision,
d'annuler ces augmentations. Pour vous, c'est inéluctable. Ah, mais c'est inéluctable, parce que c'est pas possible que les Français paient ça. C'est juste pas possible, en fait. Et voilà, c'est mécaniquement impossible. Mais de l'autre côté, il faut gager, non pas par des hausses d'impôts, mais par des baisses de dépenses. Et c'est là où on n'est pas d'accord, parce que François a l'air de dire, mais finalement, il y a des problèmes de fraude fiscale, il y a des problèmes de ceci, de ça. Mais attends, on est le pays qui dépense le plus en dépenses publiques. Agnès, il n'y a pas d'autre pays qui dépense moi, plus que nous. Je pars Pourquoi pas. Est-ce qu'on aurait raison? Contrairement à vous, Agnès, je ne pars pas de ce qui est ma propre opinion. J'essaie de regarder ce qui se passe. C'est factuel. Pardon. Est-ce qu'on est le pays qui dépense Agnès, le plus? C'est factuel qu'on est le pays qui dépense le plus. Il y a d'abord ce qui est réalisable dans ce qui est gagé, comme vous dites. Et une des revendications clés, c'était la première partie de l'émission, c'est de supprimer les ISF pour qu'il y ait finalement une mise à plat de notre fiscalité. C'est quand même 3,7 milliards. C'est-à-dire que là, il y a 3,7 milliards de hauts supplémentaires, il y a 3,7 milliards de l'autre côté. Là, au moins, c'est simple. La deuxième chose, et c'est là où nous ne sommes pas d'accord, c'est que nous ne pensons pas que nous pouvons, comme ça, réduire le nombre de fonctionnaires. Il y a peut-être des gains possible, mais pas à la hauteur de ce qui permettrait, d'une certaine manière, d'avoir une cohérence et un chemin de désendettement de l'État et permettant de remplir les services. Par contre, il y a une fiscalité écologique qui fonctionne, c'est la fiscalité sur le carbone qui va lourdement taxer ces produits de basse qualité qui viennent de Chine, et ça permettra de relocaliser l'emploi, parce que c'est ça aussi l'une des conditions. Et la deuxième, j'en parle, parce qu'il faut être très concret, c'est la possibilité de mettre en place une taxe carbone sur les camions étrangers qui passent sur notre territoire. Pourquoi ? Mais pour une raison simple, c'est que vous, moi, tout le monde autour de cette table, nous payons des impôts pour ces routes. C'est les fameuses dépenses pour les collectivités locales. Et ceux qui passent avec des marchandises importées, et souvent avec des chauffeurs qui sont finalement à bas prix dans les camions, ne payent rien. Et là, je ne parle pas encore une fois de choses anecdotiques en termes de rendement. Je parle de plusieurs milliards d'euros, parce qu'il va bien falloir concilier, 1, la transition écologique, c'est-à-dire taxer le carbone, celui des camions, celui des bateaux. 2, la nécessité d'avoir de l'emploi industriel chez nous, c'est-à-dire favoriser la relocalisation d'emplois. Et ce souhait qui déplaît à Agnès, d'avoir l'hôpital à côté de chez soi, d'avoir l'école à côté de chez soi, et qui n'est pas compatible avec la réduction du nombre de fonctionnaires. Encore une fois, ce qui est assez ahurissant dans votre discours, c'est que vous n'avez que des propositions de taxes supplémentaires. Tout le temps, des propositions de taxes supplémentaires. Et vous dites, on ne peut pas baisser la masse salariale publique. Attends, on est à 13,5. Alors où est-ce qu'on la baisse, Moi, j'entends les grands tableaux Excel, parce que vous aussi, on peut la baisser partout. On peut la baisser dans les collectivités. Vous savez très bien que les agents ne sont pas aux 35 heures dans la plupart des collectivités. Vous ne direz pas le contraire. Vous êtes vous-même élu et vous savez très bien que beaucoup d'agents n'effectuent pas 35 heures réellement. Donc on paye des temps pleins qui ne sont pas effectifs. Vous connaissez est-ce que vous savez, Agnès, c'est politiquement incorrect. Mais c'est la réalité. La Cour des comptes a chiffré à plus de 50 000 équivalents temps plein par an. Comme je suis élu local, la réalité, c'est que 80% des emplois dont vous parlez dans les collectivités locales, c'est le cadre C de la fonction publique, où il y a des gens qui sont payés en deçà du SMIC. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens... Ça, en réalité, il y a c'est la réalité. Il y a un SMIC dans la fonction publique qui est l'équivalent du SMIC. Alors, donc, ne disons pas quelque chose qui est faux. Un salarié du public dans les collectivités locales peut être parfaitement payé moins. Donc ça, c'est la première chose sur la masse salariale. Ensuite, il y a les retraites. Le gouvernement n'a pas souhaité en réalité faire une réforme des retraites pendant ce quinquennat. Jean-Paul Delevoye nous a expliqué que la réforme des retraites, c'était pour 2025. 2025, c'est bien après ce quinquennat qui finira en 2022. Pourtant, une économie conséquente, c'est reporter l'âge de départ. Et ça, tous les pays l'ont fait, encore une fois, dans les pays et ça, ce serait explosif encore. Mais non, mais ça, je vais vous répondre. Ça, c'est 20 milliards d'économies à terme. On n'est pas dans une émission de langue de bois, d'éléments de langage. Les Français sont prêts à entendre le financement de leur protection sociale. Simplement, le préalable, c'est que les choses soient équitables. Quand vous commencez un quinquennat, c'était le début de notre émission, par un plan richesse, et ce n'est pas juste un slogan. Je rappelle, les 1000 contribuables les plus riches ont reçu 384 000 euros de pouvoir d'achat en un an. Et que de l'autre côté, ça ne suit pas. Eh bien, vous n'avez pas les conditions favorables pour finalement penser notre protection solidaire
et donc son évolution. Et donc les efforts Vous préférez quoi, François? Vous préférez la désindexation des pensions? Parce que ça, c'est injuste, totalement injuste. Donc, est-ce que je me suis opposé? Plutôt que de construire un modèle qui est viable et qui finalement est finançable. Donc à un moment, oui, on a une espérance de vie qui augmente de 2 mois par an. Il nous reste une minute, je voudrais juste une période à la retraite vécue en France qui est la plus longue de parmi Moi, je ne suis pas opposé. Juste un mot, juste ce chiffre, cette étude statistique d'Eurostat que vous évoquiez, Agnès, tout à l'heure, révélée par le Figaro pour la 3e année consécutive. Effectivement, la France est championne d'Europe des impôts. Impôts et cotisations sociales représentent 48,4% du PIB. C'est en augmentation de 0,7 points par rapport à 2017. Suivent la Belgique et l'Allemagne. Et à titre indicatif, l'Irlande, la Roumanie et la Bulgarie, c'est entre 20 et 30%. C'est une réalité incontestable. C'est pas parce que ça ne me conviendrait pas. Et maintenant, il y a des gilets jaunes à Saint-Brieuc qui demandent une TVA 0% pour le mois de décembre à tous les commerçants, appuyés par des avocats, des experts. Vous méprisez les gens comme ça a été fait et vous les prenez de haut. À ce moment-là, c'est une sorte. Vous levez le couvercle, il y a toutes sortes de revendications qui sortent. Est-ce pour autant que c'est des gens qui n'ont rien à dire? On voit bien qu'il y a un problème de vie chère. Quand vous êtes entre 1 300 et 1 500 euros, et on va terminer par un exemple concret, je suis sûr qu'Agnès y souscrira. En quelques secondes. Non, mais, et que vous allez vous prendre l'imposition à la source dès le 1er janvier, et que sur votre fiche de paye, vous serez à 1 200 euros, mais que par contre, il y aura la fiscalité sur l'essence, mais que par contre, il y a la hausse des prix de l'énergie, mais que par contre, il y a déjà une hausse programmée on est d'accord de 15%, sur un point. Voilà, vous avez quand même quelque chose qui est problématique. Il faut que le gouvernement s'engage dès maintenant sur un niveau de fiscalité en 2022 qui soit bien inférieur à aujourd'hui et pour tout le monde, de manière équilibrée, équitable et tracée, et aussi qu'il fasse valider à un moment, d'une manière ou d'une autre par les Français, un plan de baisse de la dépense qui est cohérent par rapport à l'idée de la transformation du modèle que le gouvernement nous a vendu pendant la campagne, parce qu'avec l'idée qu'on allait transformer pour avoir un modèle mieux géré, avec autant de services publics, mais moins cher et moins taxé. Et donc c'est voilà, la fin de ce match. C'est ça le chemin qu'il va falloir trouver. Merci à tous les deux d'y avoir participé. On se retrouve jeudi prochain. On va plus loin, continue. Place au débat, hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. On va maintenant s'intéresser à l'issue politique de ce conflit. Édouard Philippe a consulté toute la journée. Élus locaux, patrons, société civile, parlementaires. Demain, ce sont les Gilets jaunes qui seront reçus à Matignon. Tout cela va-t-il déboucher sur un geste fort de l'exécutif et donc peut-être sur la fin de cette grogne? On va en parler avec nos invités après ce retour en images sur cette journée avec Sandra Cerquera. Pour répondre à la crise des Gilets jaunes, le Premier ministre enchaîne les consultations. Une opération déminage qui n'a, semble-t-il, pas convaincu la majeure partie des élus locaux reçus aujourd'hui à Matignon. Ils réclament du concret. Certains notamment appellent à un moratoire de la hausse de la taxe carbone prévue au 1er janvier. On voit bien qu'il y a un sentiment très fort d'injustice, injustice sociale, injustice fiscale. Ce n'est pas à nous de définir quelle est la réponse et le niveau de réponse. Simplement, si on veut que le débat se fasse dans de bonnes conditions, il faut commencer par faire un geste. Ça, la balle est dans le camp du gouvernement, bien évidemment. Des gestes qui ne viendront probablement pas, car si le gouvernement se veut plus ouvert au dialogue, son mot d'ordre reste la fermeté, tenir le cap malgré tout. Et ce sera sûrement le cas demain face aux Gilets jaunes. Édouard Philippe se voudra davantage à l'écoute, mais sur le fond, aucun changement à attendre, aucune annonce. La réunion de demain n'a pour but que de préparer la concertation de 3 mois partout sur le territoire. Annonce faite par Emmanuel Macron et qui n'a pas calmé la colère, pas plus que la rencontre entre 2 Gilets jaunes et François de Rugy. Alors à la veille de la manifestation du 1er décembre, sans annonce concrète, pas sûr que les esprits s'apaisent. Et justement, on va aller plus loin ce soir dans notre grand débat avec nous. Laurence Saillet, bonsoir, porte-parole des Républicains. Nadia Hay, bonsoir, députée La République En Marche des Yvelines, membre de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Emmanuel Anison, bonsoir. Grand reporter à l'Obs. L'Obs qui est sorti ce matin dans vos kiosques avec cette une, l'Angleterre qu'on aime. Zoom sur ce pays et ses charmes malgré le Brexit. Double page également sur les Gilets jaunes, justement, le dessous des cartes. Et Jean-Daniel Lévy, bonsoir et bienvenue, directeur du département politique et opinion d'Aris Interactive. Emmanuel Anison, vous avez beaucoup suivi les Gilets jaunes pour l'Obs, vous les connaissez bien sur le terrain. Est-ce que selon vous, le fait que des représentants soient reçus à Matignon, ça peut avoir un effet ? Alors d'abord, leur colère. Je les suis beaucoup, mais comme ils sont très divers et très j'en suis quelques-uns, je tiens à préciser, parce que je suis un point intéressant. Voilà, des gilets jaunes qui sont en périphérie de ville, dans des plutôt sortes commerciaux, etc. Mais je ne suis pas, par exemple, des gilets jaunes ruraux qui pourraient Mais par ailleurs, de ce que je connais, je pense que ça ne changera rien. D'abord parce que pour eux, il y a Macron, encore Macron et que Macron, c'est le seul interlocuteur possible. Et puis par ailleurs, Vous voulez dire qu'ils veulent rencontrer Macron ?
Je pense qu'ils attendent une réponse de Macron. Ils s'adressent à Macron, c'est vraiment... ou alors c'est celui qui doit démissionner. En tout cas, c'est pour eux, l'obsession, c'est Macron. Les autres n'existent pas. Ils ne sont pas dans leur paysage. Donc c'est même pas une consultation chez Édouard Philippe qui pourra changer la donne. Je ne crois pas, non. Par ailleurs, je pense qu'ils ont besoin de leur manifestation. Ils ont besoin de continuer. C'est un défouloir. Voilà. Ils n'en ont pas encore fini avec ce défouloir. Et enfin, il me semble que de toute façon, ils ont aussi envie d'être représentés. Pour l'instant, ils ne sont pas représentés. Ceux qui vont voir Édouard Philippe ne sont pas représentatifs pour eux. Ouais. J'étais encore avec une réunion hier soir. Et très clairement, pour l'instant, ils se posent la question de savoir comment ils vont réussir à être représentés. Ils en sont là. Donc samedi, n'est pour l'instant, est une étape incontournable pour eux. Jean-Daniel Lévy, ils incarnent aussi un peu cette colère française, finalement, ces Gilets jaunes. Oui, une colère traditionnelle française. On est un pays qui est un peu... Mais donc la méthode gouvernementale qui consiste à les faire venir à Matignon, consulter tous azimuts, c'est une méthode un peu trop douce? Ou peut-être tardive. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un mouvement qui a commencé avec l'or, dont on voyait déjà les germes depuis de nombreux mois, qui ne se manifestaient pas en tant que tel, mais on voyait bien qu'il y avait des Françaises et des Français qui étaient interrogatifs sur le pouvoir d'achat, sur la question d'une forme de justice sociale, sur une forme de justice territoriale, avec deux reproches qui étaient effectués à l'égard d'Emmanuel Macron, effectivement. C'était un, président des riches, et deux, une personne qui apparaissait comme étant autoritaire et pas toujours en contact ou en lien avec les personnes, notamment qui habitaient dans les territoires. Donc la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est la question du carburant, mais on voit bien que plus le temps passe, plus on s'éloigne uniquement de la thématique du carburant et qu'on va embrasser de nouvelles thématiques qui vont être notamment les thématiques en matière de services publics, en matière d'impôts d'une manière générale, de fiscalité de manière plus particulière. Donc face à des personnes qui, sur les territoires, sont effectivement assez inquiets, assez critiques et qui ne vont pas forcément considérer que le simple fait d'être reçus sera de nature à pouvoir calmer leur colère. Alors beaucoup de responsables politiques appellent à un geste fort, à un moratoire ou à une suppression pure et simple des hausses des taxes. Laurent Wauquiez va plus loin, Laurence Saillet, il veut un référendum. Voilà ce qu'il nous dit sur CNews. On est dans une situation de blocage lourde. Pour sortir de ce blocage, il faut rendre la parole aux Français. Laurence Saillet, vous êtes d'accord avec cette idée? S'il devait y avoir référendum, quelle serait la question? Alors ce serait une question qui serait ouverte à la fois, et on le définirait, sur l'écologie et la fiscalité. Mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, la situation est très grave, mais tout le monde l'a compris, et personne n'a à gagner de ce point de blocage. Et ce que je crains, notamment avec la réunion qui va avoir lieu demain, c'est que s'il n'y a pas de geste fort comme c'est annoncé, que ça ne fera qu'amplifier en fait la colère. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un rendez-vous manqué, on s'en rend compte depuis des semaines, ça amplifie la colère. À chaque fois que le président de la République prend la parole et ne répond pas aux Français sur leurs véritables revendications, comme ça a été le cas cette semaine... Ça amplifie la colère, mais il y a moins de monde dans les manifs des Gilets jaunes. Oui, mais parce qu'il y a une forme de... si vous voulez, ils ne peuvent pas manifester tous les jours pendant des semaines entières. Et puis, ce n'est pas le nombre qui fait la force du mouvement, enfin, il me semble. Mais c'est toute l'intensité et, si vous voulez, toute la variété sur le territoire. On le voit que ce sont des profils très étendus. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est effectivement ce qu'on a demandé, c'est l'annulation de la hausse des taxes, tout simplement parce que ce qu'on va demander aux Français à partir de l'année prochaine, mais déjà cette année, est impossible pour beaucoup. Et c'est ça qui crée ce débordement et cette colère, parce qu'on demande aux Français de payer ce qu'ils ne peuvent pas payer et ce qu'ils ne peuvent pas réduire non plus. On ne leur demande pas d'enlever des choses. En plus, on leur demande de se priver de l'essentiel, c'est-à-dire de pouvoir aller travailler et de se déplacer. Nadia, j'imagine que vous êtes très attentive à ce qui est dit sur ce plateau ce soir. Il se trouve que ça va assez loin, y compris dans la majorité, qui commence à se fissurer. Ce soir, on compte 2 députés La République En Marche qui appellent l'exécutif à renoncer à cette hausse sur la taxe des carburants. Patrick Vignal et Bertrand Sort. Et vous ? Alors, je tiens juste à préciser que la majorité ne se fissure pas sur cette question-là. Elle exprime des points de vue et tout le monde a le droit d'exprimer son point de vue. Pour ma part, j'exprime le mien, qui est de dire qu'il faut être à l'écoute de ces Françaises et des Français qui souffrent aujourd'hui. Mais ça l'écoute, le gouvernement, l'exécutif le dit beaucoup. Une fois qu'on a écouté, qu'est-ce qu'on fait ? On écoute, et la phase d'écoute, aujourd'hui, va être cette fameuse concertation aussi sur les territoires, parce qu'il s'agit là aujourd'hui de combattre des inégalités qui persistent depuis des décennies. Nous sommes aujourd'hui en responsabilité depuis 18 mois. 18 mois, je peux comprendre que ça soit long compte tenu de l'impatience qu'ont aujourd'hui nos concitoyens, mais ce n'est pas long pour poser une vraie politique de long terme. C'est le temps qu'il faut pour justement poser notre politique du long terme. Et la réponse que nous apportons, c'est de dire effectivement un changement de méthode.
le président de la République a répondu aux Français. Il a réaffirmé la trajectoire qui s'est fixée en matière de transition énergétique. Là où il s'est exprimé, c'est sur le changement de méthode qu'il faut opérer. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est comme ça que nous allons, justement, dans cet esprit, mener ces concertations sur les 3 mois qui viennent. Je voudrais juste rebondir sur, justement, le fameux visage des Gilets jaunes. Il a plusieurs visages parce qu'il y a plusieurs revendications. Parce que le mal profond ne cible pas une seule mesure qui est l'augmentation de la taxe du carburant. Il cible énormément de maux de notre société sur lesquels il faut répondre très vite. Mais pour cela, il faut, à des difficultés complexes, la réponse ne peut pas être simple. Juste une image que je voudrais vous montrer. Les Gilets jaunes intéressent aussi François Hollande. Figurez-vous, l'ancien président est allé à leur rencontre ce matin dans l'Ardèche. Il en rencontrera d'autres demain à Montauban. Et il se charge de leur rappeler qu'il a mis en place, lui, le CICE, qui a permis de baisser les charges pesant sur les entreprises, qu'il a donné un coup de pouce au SMIC. La ficelle est un peu grosse, mais pourquoi pas? Il fait de l'anti-Macron, Nadia. Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors justement, on est en train de revoir le CICE, on est en train de le transformer en baisse de charges parce qu'il a montré ses limites. Donc, moi, je veux la réponse est claire. La réponse est très claire. Je veux bien écouter François Hollande. Je veux aussi discuter avec lui sur ce qu'il a fait sur 5 dernières années pour combattre les inégalités et discuter du point sur lequel nous sommes arrivés aujourd'hui à une situation de blocage parce qu'on n'a pas su apporter les bonnes réponses. Laurent, ça y est, peut-être une tentative de récupération politique de la part de François Hollande, mais aussi de la part de la droite, peut-être. Si la situation n'était pas si grave, je dirais que ça m'amuse un peu, parce que n'oublions pas qu'Emmanuel Macron était le ministre de l'économie de François Hollande, qu'Emmanuel Macron était secrétaire général adjoint de l'Élysée sous François Hollande, qu'Emmanuel Macron, en 2007, avait demandé une investiture socialiste. Donc on a l'impression tout à coup qu'on a un président de la République qui n'a pas de passif, mais il a le passif et il a aussi à supporter et à assumer le bilan de François Hollande. Mais ce que les Français n'avaient pas anticipé, c'est qu'Emmanuel Macron serait pire que François Hollande. Et c'est ce qu'ils disent aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas parler d'impatience. La situation s'est aggravée depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. On a 120 000 demandeurs d'emploi en plus, on a 4,5 milliards d'impôts en plus. Donc c'est plus dur pour les Français. Ce n'est pas une question d'impatience, c'est qu'ils se rendent compte que ça devient de plus en plus difficile. Donc ce n'est pas du temps qu'il faut, c'est un changement de politique et de cap. Et quand le président de la République dit « je ne vais pas changer de cap », c'est là où il braque tout de suite les Français. Oui, le mot cap commence un peu à le mot cap devient insupportable. Et ce qui m'inquiète, si vous voulez, je respecte votre parole, madame, mais quand vous dites il a répondu aux Français et que vous avez 80% des Français qui disent qu'ils ont eu le sentiment qu'on ne leur a pas répondu, c'est une forme de déni qui est assez inquiétant, parce que quelque part, vous vous dites, 80% des Français vous disent il n'a pas répondu, et vous vous dites il a répondu aux Français. Il a réaffirmé sa trajectoire. Oui, mais il n'a pas répondu à... D'accord, mais ce n'était pas la question. La réponse, elle ne peut pas être apportée immédiatement sur une des difficultés quand même qu'on se trimballe depuis plusieurs années. La question des Français, ce n'est pas la trajectoire énergétique. La question des Français, c'est comment fait-on pour boucler le mois? Et à cette question-là, il n'a pas répondu. Il répond écologie à une urgence sociale et économique. Et c'est là ce décalage et ce déni qui m'inquiète, parce que je me dis qu'on est face à deux blocs. Le bloc En Marche et le président de la République qui disent si on répond, et 80% des Français qui disent on n'est pas entendu. Et c'est là où cette fissure et ce décalage qui s'aggrave, il me semble, de jour en jour, est plutôt inquiétant. Alors, ça fait plusieurs jours qu'on étudie toutes les causes de ce blocage. On a parlé d'un manque d'écoute de l'exécutif, d'obstination, de surdité. Mais ce matin, sur Sud Radio, Hugues Rançon, député de La République En Marche, vice-président de l'Assemblée nationale, a pointé un autre problème qui viendrait du groupe de députés En Marche. Écoutez. Il y a des choses à améliorer, très certainement, dans le fonctionnement du groupe parlementaire, dans l'utilité qu'a chaque parlementaire par rapport à la politique que nous menons, et notamment dans la capacité que nous avons à nous faire entendre pour que les messages qui nous sont expliqués sur le terrain puissent être relayés dans un mécanisme ascendant. Ça, un parlementaire, ce n'est pas là que pour voter les lois qu'on lui demande de voter, c'est aussi pour faire remonter des messages et pour enrichir les projets. Et évidemment, nous devons travailler à une meilleure utilité collective du groupe majoritaire de La République En Marche. Emmanuel Ndizon, c'est intéressant ce qu'il nous dit Hugues Rançon, c'est qu'en gros, finalement, les députés n'ont peut-être pas bien entendu et surtout pas relayé la colère qui pouvait se sentir dans les territoires. C'est pas arrivé du jour au lendemain, le mouvement des Gilets jaunes. J'imagine que c'était une colère qui datait, pouvait se sentir sur le terrain, oui ou non ? C'est une colère qui date de bien longtemps. Ça, les oubliés de la mondialisation, on les a entendus au moment de Maastricht et on n'a pas su les entendre. Enfin, tout ça évidemment remonte à loin. Et c'est une énième
aujourd'hui sorti de cette colère, qui d'ailleurs, quand on parlait du mouvement qui s'essouffle, s'il devait s'essouffler parce que Noël, dans les prochaines semaines, ressurgira à mon avis après. C'est-à-dire que là, on est face à quelque chose de profond. Et moi, ce qu'il me dit sur le terrain, c'est aussi, on s'est réveillé. C'est-à-dire que ces gens qui n'avaient jamais manifesté jusqu'ici, qui n'avaient jamais exprimé autrement que dans les urnes leur colère, et quand je dis encore exprimer leur colère, moi, dans le groupe Je suis, ils sont une vingtaine, il y a de tout. Il y a des gens qui ont voté Macron, des gens qui ont voté Le Pen, des gens qui n'ont pas voté, des gens qui ont voté Poutou, enfin, il y a vraiment de tout. Ces gens-là, aujourd'hui, ils n'iront plus retourner dans Ce sont encore les des urnes. gens qui vont se détourner des urnes, détourner des votes? En tout cas, ils sont passés à autre chose aujourd'hui. Aujourd'hui, autour d'une table, ils parlent plus de leur vote, ils ne parlent pas de quelqu'un qui pourrait incarner leur colère, ils parlent de changer de système politique, de passer, ils parlent de référendum populaire, ils parlent d'autres choses, d'au-delà, et en tout cas, très clairement, on sent bien qu'ils ne sont pas représentés par ces élites qui les méprisent, en fait. La cassure est incroyable, hein, Jean-Daniel Lévy. Il y a une vraie fracture qui est peut-être pire encore qu'avant. Hein. C'est une très forte fracture de la part de ceux qui se sont délaissés d'une manière globale de la part des responsables politiques, avec une critique qui est déjà une critique ancienne. Ils ne nous connaissent pas. Ils parlent de sujets sans savoir véritablement ce que peut être notre vie, les difficultés que l'on peut rencontrer dans le cadre du quotidien et les manières dont on peut avoir à jongler, entre guillemets, avec les fins de mois. À peu de choses près, on a eu ça même un peu avant l'élection de Lionel Jospin, enfin la présidentielle de 2002, là où Lionel Jospin justement avait perdu une partie, non pas complètement des catégories populaires, mais de ceux qui étaient classe moyenne, mais plutôt en bas des classes moyennes. Et c'est sensiblement ceux qu'on retrouve aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont en activité, ils ont un niveau de revenu qui leur apparaît comme étant relativement faible, ils ont parfois le sentiment que le fait d'être acteurs ou d'être actifs dans le cadre de leur activité professionnelle ne leur permet pas d'avoir une qualité de vie qui est supérieure à ceux qui sont juste en dessous et qui bénéficient d'un minimum d'aide sociale, et que le fait d'être soi-même, de faire des efforts, n'est pas rétribué de manière suffisamment forte de la part des responsables politiques. Donc c'est pas le bas des catégories populaires, mais plutôt celles qui sont plutôt en bas des classes moyennes et qui sont justement dans cette situation-là et qui ont un côté politique, qui par le passé effectivement ont voté, ne sont pas complètement désintéressés à l'égard de la politique, mais sont extrêmement critiques à l'égard des responsables politiques dans cette capacité à pouvoir décrire le réel. Nadia, et vous confirmez ce petit mea culpa de Hugues Rançon qui dit, après tout, nos députés nous ont peut-être pas remonté les informations, la colère qui venait du terrain, peut-être vous dans les Yvelines. Vous aviez senti cela ? Moi, je respecte beaucoup Hugues Rançon. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Toutefois, je ne partage pas sa façon de voir les choses. Nous sommes très proches du terrain. Moi, j'y suis très, très régulièrement. Et je voudrais juste, revenir sur l'idée reçue de dire qu'aujourd'hui, l'élite de ceux qui prennent aujourd'hui les décisions ne comprennent pas, sont éloignés non, c'est de nos... ce que se disent les gens de la base, entre guillemets. Qui disent mais je veux vraiment aujourd'hui répondre sur cette idée reçue-là et de dire qu'en fait, aujourd'hui, l'Assemblée nationale a profondément été renouvelée. Moi, je n'ai jamais fait de politique avant. Et si aujourd'hui, je m'engage en politique, c'est justement pour combattre ces inégalités dont j'ai moi-même vécu et subi. Et aujourd'hui, plus de 70% de l'Assemblée nationale donc bon nombre de mes collègues La République En Marche se sont engagés pour combattre ces inégalités. Donc là maintenant, mais il y a quand même un raté, vous l'admettez. Alors, mais de quel raté parlons-nous ? Ce qu'il faut savoir, c'est que dès la prise de nos fonctions, en 2017, les premières mesures que nous avons votées étaient en faveur du pouvoir d'achat. La première chose que nous avons fait, c'est augmenter le minimum vieillesse, l'allocation adulte handicapé, la prime d'activité. Cette année, nous votons la baisse des cotisations sur les salaires. Nous avons pris des décisions en faveur du pouvoir d'achat, en faveur des revenus les plus modestes aujourd'hui. Et effectivement, on peut reparler, nous assumons aussi l'autre partie de nos décisions qui concernent la fiscalité du capital, l'ISF, on entend beaucoup parler. Nous assumons ces choix-là, mais les premières mesures que nous avons votées, c'est en faveur des plus vulnérables, parce que justement, nous avons pris conscience qu'il était compliqué. Alors certes, beaucoup reste à faire. Il semblerait que ce n'est pas le constat que font justement ce que vous appelez les plus vulnérables. Et l'augmentation de la CSG, même sur les petites retraites, et vous ne pouvez pas dire le contraire, on ne va pas rentrer dans le débat aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit une mesure d'égalité. Voter pour qu'en 2022, les gens qui roulent au diesel payent 800 € de plus par an, c'est presque un 13e mois pour quelqu'un qui est au SMIC, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on lutte contre les inégalités. Donc vous avez cette perception,
Mais la réalité, c'est pas celle-ci. 4,5 milliards d'impôts et de taxes en plus l'année dernière, c'est 4,5 milliards en moins, si vous voulez, pour le pouvoir d'achat des Français. 6 milliards de prélèvements en moins, dont 3 milliards qui impactent directement le pouvoir d'achat des ménages. J'ai une question à vous poser. Et le SMIC, si vous voulez parler du SMIC... Il ne faut pas qu'on rentre dans les détails trop techniques. Non, mais si on veut parler du SMIC, vous avez pris les 800 €, donc un SMIC qui est à 1 250 €. Aujourd'hui, c'est un 13e mois de salaire en plus avec les mesures que nous avons votées. Donc comparé à les 800 € peut-être, et là aussi à regarder... D'accord, mais alors vous me dites ça à moi, mais je crois que les résultats moi, plutôt vous n'avez pas besoin de me convaincre parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Justement. Mais alors vous pensez que tous ces Français dans la rue n'ont pas remarqué qu'ils avaient plus d'argent qu'avant? Et pas que les Français dans la rue, il y a le soutien des Français aux Gilets jaunes qui est franc et massif. On va regarder quelques chiffres. Donc la question que je vous pose, si c'est vous voulez bien, on va regarder quelques dire chiffres. ça et constater que tous les gens vous disent le contraire. Et tous les Français sont dans ce cas-là. Le tout dernier sondage vient d'Odoxa Densu Consulting. 84% des personnes interrogées trouvent le mouvement justifié. 84%, c'est 7 points de plus que la semaine dernière. Et je ne sais pas si ça aura un effet, mais les people s'en mêlent. Brigitte Bardot a fait beaucoup parler, elle a mis le gilet jaune, elle l'a mis à son chien photo à l'appui sur Twitter avec ce petit mot de soutien. Avec vous, Michel Polnareff, dont l'histoire avec le fisc français est pourtant un peu compliquée, lui aussi il soutient les gilets jaunes, il le fait savoir dans les colonnes du Parisien. Je suis très respectueux de leur cause, je suis ça avec tristesse et frustration. Et dans un autre registre, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, sur notre antenne ce matin, comprend le soutien des Français. On va l'écouter dans un instant. Elisabeth Borne. Je pense que ce soutien, moi je le comprends. Vous savez, ça fait des mois que je dis aussi qu'on a oublié une partie du territoire, avec notamment une politique du tout TGV qui a laissé de côté une bonne partie de nos territoires. Donc je pense que ce soutien des Français, il exprime aussi cette compréhension, qui est aussi la mienne, vis-à-vis de nos concitoyens qui se sentent abandonnés. Emmanuel Anison, vous voulez réagir? C'est vrai qu'on est surpris, on a été un petit peu surpris d'entendre Elisabeth Borne ce matin sur Public Sénat dire finalement elle aussi, elle comprend que les Français comprennent. C'est un début de... En fait, tout le monde commence à comprendre qu'on ne peut plus ne pas comprendre, quoi. C'est le problème, je pense que c'était tardif, c'est ce que vous disiez, mais de fait, cette colère aujourd'hui, elle est partagée autour de nous. Finalement, on a plein de gens en colère, on en connaît plein, et comme ce mouvement est en train de s'incruster et qu'il ne partira pas, tout le monde se sent un peu obligé aujourd'hui de changer un peu de ton, quoi. C'est le même la ministre des Transports. Les people s'y mettent, et même la ministre. Après, à quoi ça va aboutir? Il y a quand même une vraie difficulté à répondre aujourd'hui à une colère, comme on l'a dit, qui est extrêmement diverse. Et pour l'instant, en plus, les demandes ne sont pas formulées. Les représentants ne sont pas là pour les formuler. Donc, c'est quand même très compliqué. Nadia, la ministre des Transports, Elisabeth Borne, comprend. Mais comment ne pas comprendre? Comment ne pas comprendre ce ras-le-bol qu'ont aujourd'hui nos concitoyens par rapport à une fracture qui s'est opérée depuis des décennies? Mais comment ne pas la comprendre? Donc pour vous, ça date de bien avant. Mais Emmanuel Macron n'a rien... Évidemment que ça date de bien avant. Évidemment, l'exemple que vous avez devant vous en témoigne. C'est parce que justement, il y a eu ce ras-le-bol que nous nous sommes engagés. Maintenant que la ministre comprend, je comprends que certains soient sympas. Qu'est-ce que c'est être sympathisant des Gilets jaunes? Est-ce que c'est justement comprendre cette colère et comprendre le fait qu'il n'est aujourd'hui, qu'ils soient dans des difficultés énormes? Eh bien évidemment que nous les soutenons, bien évidemment que nous sommes avec eux. Par contre, ce que nous voulons leur dire, c'est que nous comprenons que l'attente est impatiente, elle est exigeante, mais qu'elle demande du temps. Et le temps, c'est justement nécessaire des 3 mois de mobilisation, de concertation, territoire par territoire, parce qu'aujourd'hui, il s'agit vraiment d'avoir une politique de dentelle et pas une politique globale. Je ne pense pas qu'il fallait peut-être se concerter avant de décider cette augmentation, parce que les Français, ils payent déjà, eux, et ils vont payer encore plus cher en janvier. Mais surtout, ce qui est regrettable, c'est que ça fait des mois, presque 1 an, que Laurent Wauquiez et notre parti, nous sommes sur le terrain, on n'a pas attendu le mouvement populaire, pour dénoncer cette hausse de taxes, parce qu'on avait bien compris que ce serait la goutte d'eau qui fait déborder le vase, tant c'est violent et très important dans un budget d'une famille moyenne. Et malgré le fait qu'on ait vraiment dénoncé les choses, Emmanuel Macron n'a pas entendu. Il n'a pas entendu l'opposition et il a cette habitude, c'est vrai, il semblerait, de diriger la France un peu seul, sans s'appuyer sur les territoires. Et on le voit aujourd'hui, il y a une fracture où il commence à prendre conscience peut-être que de ne pas s'appuyer sur les élus locaux. On voit bien toutes les distensions et les difficultés qu'il a avec les élus locaux. Et à ne pas écouter non plus l'opposition parce qu'on est tout le temps rejeté sur tout ce qu'on propose, et ben on en arrive à ce type de situation. C'est dommage de ne pas s'appuyer
justement sur la pluralité politique pour se dire parfois, tiens, on va décider ça, attention, on nous dit que c'est pas possible, est-ce que c'est la vérité ? Mais dois-je vous rappeler juste que dans le programme que vous avez défendu, le programme de M. Fillon allait exactement dans le même sens sur la question de la transition énergétique. Absolument mais pas. qu'en plus de ça... non, mais il n'y avait pas la taxe carbone dans le programme Fillon. Non, il n'y avait pas la taxe carbone dans le de toute façon, Fillon. ce sont les accords de Paris, donc il était bien obligé de les mettre en place. En tout cas, c'est un autre débat. Mais avec ça, vous ajoutez 2% de TVA. Donc, qui impacte... Sauf sur les produits de première nécessité. Ça veut dire que ça n'aurait pas du tout eu l'impact comme aujourd'hui sur l'ensemble des taxes. Jean-Daniel Lévy. L'ensemble des taxes sur le carburant, c'est pas un produit de première nécessité. Pardonnez-moi non plus. Du Nouveau Monde, comprenez aussi. Je n'aime pas cette expression, donc ne me l'attribuez pas. C'est l'expression de votre président. Vous qui êtes nouvel élu, vous pouvez aussi comprendre qu'à droite, on avance avec le quotidien des Français et vous n'allez pas nous ressortir Sarkozy et De Gaulle pendant tout le quinquennat. Parce qu'à un moment, il faut que vous preniez... Le candidat que vous avez défendu il y a 18 mois. Non, mais parce que vous parliez des quinquennats précédents. Jean-Daniel Lévy. Ce que nous faisons, vous savez, pardonnez-moi, mais nous héritons de cette situation, nous l'assumons, mais on a le droit de dénoncer quand même ce qui a été fait. Pas cette situation. Écoutez, nous en héritons, madame. Jean-Daniel Lévy. C'est pas forcément un fait entendu que les Français soutiennent comme cela un mouvement qui aurait pu être considéré comme étant un mouvement de violence et de dégradation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il passe au-dessus des modalités d'action et que, alors même qu'on a vu les images qui sont déroulées en plein Paris et dans différents territoires, qu'en dépit de ces modalités d'action, nous sommes face à un soutien qui est un soutien assez important de la part de Françaises et de Français, qui sont d'ailleurs individuellement, pas tous directement concernés par la question de l'augmentation du coût des transports, et notamment des transports individuels. C'est un ras-le-bol fiscal général, en fait, de tous les Français. Ou c'est également une aspiration à plus de justice. C'est-à-dire qu'on est face à, d'une manière globale dans la société française, avec l'idée de se dire que les notions de solidarité, les notions d'égalité, les notions de justice sont des aspects qui sont absolument essentiels et constituent un des fondements de notre société, et qu'à travers ces politiques-là, il y a une injustice qui se produit, dont ils se sentent solidaires, même si individuellement, ils ne pâtissent pas de cette situation. Emmanuel Anison, dans une étude de l'Institut Jean Jaurès, on apprend que c'est quand même un certain électorat qui soutient les Gilets jaunes, les électeurs de Marine Le Pen, 68%, et de Nicolas Dupont-Aignan, 65%, qui apparaissent comme les plus fervents supporters des Gilets jaunes. Et je voudrais vous lire cette phrase de Jérôme Fourquet, qui est co-auteur de cette note de l'Institut Jean Jaurès. La rhétorique anti-étatiste et anti-fiscale n'est pas sans rappeler le discours d'un Pierre Poujade. C'est Emmanuel Macron qui avait lui-même employé cette expression de poujadisme moderne. Est-ce que vous le sentez ? Contemporain, poujadisme contemporain, il avait dit exactement. Oui, bien sûr qu'on ressent, bien sûr que le poujade tout de suite revient en tête quand on voit ce milieu petit bourgeois, soutenu par les commerçants d'ailleurs dans leur action aujourd'hui. Bien sûr, après... Moi, j'ai l'impression que 87% des Français, c'est pas 84, que les... 84, c'est quand même pas que les supporters de Marine Le Pen. Donc, le soutien, je pense, dépasse très largement Le Pen. Et je pense qu'on aurait tort aujourd'hui, vraiment, de résumer ce soutien, encore une fois, à un affrontement droite-gauche ou extrême. Parce que sur le terrain, vraiment, autour de la table, hier soir encore, quand j'étais avec eux, il y avait des gens de tout bord, quoi. Et aujourd'hui, ils sont au-delà de ces divisions politiques et de ces étiquettes politiques. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron n'a fait finalement que confirmer leur ressentiment vis-à-vis des politiques ? Qui avait déjà commencé évidemment avant Emmanuel Macron. Ils ont un ressentiment anti-élite, ils ont l'impression d'être méprisés depuis longtemps, ils sont déclassés, ils disent que leurs parents pouvaient partir en vacances, que ne peuvent plus partir en vacances, ils disent qu'ils n'ont pas les moyens de payer une activité culturelle à leurs enfants. En fait, il y en a une qui m'a dit, mais on n'est pas des fourmis. Voilà, elle fait 4 heures d'aller-retour, de trajet pour aller travailler tous les jours, 2 heures aller, 2 heures retour. Elle travaille comme une dingue, son mari travaille la nuit, et en fait, ils arrivent à peine à survivre. Et juste, ils ne veulent pas survivre, hein. Ils ne veulent pas de ce déclassement. Et ils ont l'impression... Oui, ils travaillent, ils ont envie d'avoir un peu de confort. Et leur problème, c'est qu'ils ont l'impression, c'est que toute une classe, aujourd'hui, vit très très bien, et qu'eux, on se moque d'eux. Nadia, il nous reste moins d'1 minute. C'est vrai que ce sont les gens qui travaillent, qui se rebellent aujourd'hui. Pas que, il y a des personnes... Alors qu'Emmanuel Macron prônait le travail.
travail. Mais on a vu aussi des personnes qui étaient inactives ou à la recherche d'un emploi, d'autres qui sont retraités. Je pense que c'est un mouvement qui touche une grande catégorie aujourd'hui de la population. Et aujourd'hui, ne pas en tenir compte et ne pas tenir compte de chaque problème qui nous remonte, ça serait vraiment là, pour le coup, les mépriser. Mais je ne suis pas certaine que nous soyons, et même je suis même convaincue que nous ne sommes pas dans cette posture de se dire que nous allons les mépriser, nous allons les mettre de côté, nous allons continuer. En tout cas, vous nous le dites sincèrement sur ce plateau. Je ne sais pas si le message sera entendu. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Emmanuel Anison, je rappelle la une de l'Obs de cette semaine, l'Angleterre qu'on aime, on la revoit cette une. C'est donc la fin de cette émission. OVPL revient lundi en direct à 18h sur Public Sénat. En attendant, vous avez rendez-vous avec Territoire d'Info demain matin. Et l'invité, c'est l'ancienne ministre Ségolène Royal. Très bonne soirée, restez au cœur du débat.